Et on va parler, je le disais, du marché français maintenant, en compagnie de deux interlocuteurs que vous connaissez tous et que je vais attendre quelques instants pour vous les présenter. Bienvenue à tous les deux. Là, je vous laisse faire, mais c'est assez révélateur. Je ne sais pas comment vous choisissez. Allez, bienvenue à tous les deux. Je le disais, je ne sais pas si c'est un face-à-face ou un côte-à-côte. Je suis très heureux de vous recevoir tous les deux. Adrien Corré, vous êtes directeur général d'AEMA Group. Bienvenue. Bonjour, et un côte-à-côte, bien sûr. À vos côtés, Philippe Guyonnet du PERA. Philippe, vous êtes sous-directeur assurance à la DG Trésor. En clair, vous êtes monsieur assurance à Bercy. Et vous êtes arrivé il y a 6 mois. On va voir que vous êtes déjà bien dans le cœur des sujets en 6 mois. Bonjour Cécile et bonjour à tous. On va attaquer dur. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème d'assurabilité en France? On a parlé des marchés émergents, mais enfin, en France aussi, il y a quand même des sujets qui frottent un peu. Alors, l'assurabilité, est-ce que ça peut vous empêcher de dormir parfois, Adrien? D'abord, rebonjour à tous. Et pour rentrer en vif du sujet, moi, je ne crois pas qu'il y ait de problème d'assurabilité en France. Alors, c'est une phrase un peu provocante. Alors, je parle d'une casquette particulière de directeur général du groupe AEMA. Donc, on a un acteur B2C, différent, je dirais, de l'atmosphère qu'il y a ici au congrès de l'AMRAE. Et on couvre 12 millions de personnes. Et si je dis ça, c'est que quand je vois le cas général, des gens qu'on assure, des Français, en fait, en France, nos concitoyens n'ont pas de difficulté en général pour trouver une bonne assurance auto, une bonne assurance habitation, une bonne assurance santé, une bonne assurance prévoyance. Et d'ailleurs, quand on regarde les comparatifs européens, la France est le pays où l'assurance est la moins chère, la plus couvrante, parce que le marché est bien structuré, parce que le marché est bien mutualisé, parce qu'il existe des dispositifs publics-privés qui permettent ça. Donc non, il n'y a pas de problème d'assurabilité, mais il y a des problèmes quand même. Et je dirais que le problème principal que l'on a, c'est un problème de gestion des risques. Et notamment quand il s'agit d'anticiper ou de chercher à réduire l'exposition à des risques qui montent. Et je pense qu'on va en parler dans notre table ronde. La question du risque climatique, comment on réduit l'exposition de certains territoires au risque climatique. La question de la santé, comment on améliore la santé des Français face à des coûts qui augmentent. Ou la question actuelle des émeutes, c'est comment on réduit l'exposition par la question de l'ordre public. Donc, pas un problème d'assurabilité au général. En revanche, des problèmes de gestion de risque sur des sujets qui sont en train de monter. Alors, vous avez déjà cité le mot émeute, on y reviendra, mais sur ce concept plus global, l'assurabilité, pour vous, Philippe, vous planchez dessus depuis 6 mois, d'après ce que j'ai compris. Oui, je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise assurabilité. Non, c'est pas. Plus sérieusement, en fait, nous, la question de l'assurabilité, c'est comment est-ce qu'on gère cette tension entre, d'un côté, la mutualisation et de l'autre, la segmentation. Pour le pouvoir public, la question, c'est de se poser où est-ce qu'on peut avoir une socialisation excessive ou une socialisation trop faible. Et donc, l'assurabilité, c'est de se dire où est-ce qu'on maintient l'accès à l'assurance, où est-ce que le marché peut faire son travail, et où est-ce qu'il peut y avoir une carence de marché. Et s'il y a une carence de marché, quel dispositif on met en œuvre pour la pallier pour y pallier. On peut avoir donc effectivement le cas des catnats, on peut avoir le cas des émeutes, mais plus largement, c'est comment est-ce qu'on s'assure que le marché opère et puisse permettre à chacun de s'assurer. Il y a des fois, c'est vraiment des caractéristiques objectives, et il y a des fois, c'est des caractéristiques subjectives ou une politique commerciale. Donc sans rentrer dans la politique commerciale de l'assureur, en tout cas, comment est-ce qu'on maintient le fonctionnement, le bon fonctionnement de ce marché? Je pense qu'on va le détailler un petit peu tout à l'heure. Alors, j'allais dire justement, le premier exemple, c'est celui des émeutes. C'est là que ça a bloqué. Peut-être faisons un peu d'histoire courte, mais elle a été très longue. C'est l'histoire du budget, un peu là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines? Il y a eu un projet de prime, surprime émeute. Pourquoi? Et puis, je sais que ça a évolué. On va peut-être, pour ceux qui n'auraient pas suivi jour à jour, on va faire un point de l'état des lieux aujourd'hui. Peut-être sur le sujet qui s'est posé, Philippe? Merci beaucoup et vraiment encore une fois merci beaucoup à la Braille de nous permettre de nous retrouver ici avec Adrien pour parler de ce sujet parce que c'est un sujet qui a évolué et sur lequel nous n'avons pas toujours été d'accord. Oui, là-dessus, ils ont des tomates, hein, faites attention. Euh,
la première chose, c'est un peu les faits. De quoi on parle quand on parle d'émeutes. Pourquoi est-ce que ce sujet est arrivé sur la table? Vous avez eu, et vous l'avez expérimenté, c'est vrai en particulier pour les collectivités locales, mais c'est aussi vrai pour les entreprises, vous avez eu des franchises qui ont augmenté, vous avez eu des exemptions qui sont arrivées, des exemptions nouvelles, vous avez eu des primes qui ont fortement augmenté, qui ont généré pour des collectivités locales des impacts budgétaires très forts. Et donc, vous avez des collectivités qui sont venues nous voir en disant « mais nous, en fait, nous n'avons plus de solution ». Vous avez des entreprises qui sont venues nous voir en disant « mon activité ne peut pas redémarrer parce que je n'arrive pas à augmenter, à m'assurer ». Quelqu'un disait « l'assureur ou l'assurance est un permis de travail ». Donc, je n'ai pas ce permis de travail, je ne peux pas redémarrer. Et la raison pour laquelle le secteur a demandé cette prime, enfin ce fonctionnement, ce dispositif, c'était pour justement pouvoir assurer le redémarrage de l'activité. Donc moi, quelque part, je suis hyper à l'aise, et que chacun vienne me voir à la fin s'il n'est pas content, mais je suis hyper à l'aise avec ce sujet demandé par le secteur. Alors bien sûr, tout le monde n'était pas d'accord dans le secteur, je peux dire que c'était unanime, mais parfois, la puissance publique doit pouvoir faire l'arbitrage lorsque le secteur ne peut pas se mettre d'accord. Donc la genèse de cette demande, vous pouvez, c'est ça un peu brièvement. Alors après, je vais la faire un petit peu courte parce qu'Adrien pourra donner son point de vue, mais en gros, on avait planché sur un mécanisme de mutualisation de ce risque entre assureurs et pouvoir public. Je la fais un peu courte, mais c'était ça. Et in fine, dans le projet de loi de finances tel qu'il a été adopté à l'Assemblée nationale, la proposition, c'est de passer uniquement les mauvais risques. Donc en fait, ça, c'est quelque chose qui nous semble important, parce que dans ce système-là, vous pouvez avoir l'assureur qui continue à faire son travail lorsqu'il y a de l'aléa, et donc l'assureur classique, j'allais dire, qui est sur un territoire qui n'est pas exposé au risque d'émeute, va pouvoir le pricer comme il le souhaite, comme il continue à vouloir le faire. Mais dans le cas où on est sur un mauvais risque, un risque qui est pertinemment mauvais, qui est connu, et bien là, on pourra avoir une rétrocession de ce risque à ce fonds garanti, qui après lui-même, enfin ce fonds garantit pas. Donc voilà, c'est un peu brièvement, mais on pense que là, on a un point d'équilibre, et je suis sûr qu'Adrien va faire la promotion du dispositif. J'allais dire, Adrien, vous étiez vent debout contre la première version. Est-ce que celle-là, elle est supportable et elle est logique? Alors, je vais prolonger le propos de Philippe pour répondre à cette question. Et tu as dit une chose qui est importante, c'est qu'on a un secteur au niveau de l'assurance qui est très composite. Et sur la question des émeutes, où l'exposition n'est pas toujours la même. En fait, dans l'épisode récent des émeutes, il y a deux sujets qui rendent la question encore plus inflammable. Là, c'est la question de la Nouvelle-Calédonie et c'est la question des collectivités locales. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres sujets d'émeutes ailleurs, mais c'est ça quand même qui rend la question plus difficile. Vous prenez ces deux sujets-là, tous les assureurs autour de la table, notamment à France Assureurs, ne sont pas exposés de la même manière. Donc effectivement, c'est un sujet sur lequel il n'y a pas forcément un accord interne. Néanmoins, on en discutait ce matin, il faut bien trouver un moment des solutions. Alors pourquoi la première proposition a fait que plusieurs d'entre nous, je n'ai pas été le seul, se sont exprimés très défavorablement contre? C'était moins une question de dispositif qu'une question de principe. Et notamment sur le risque émeute, des fois on fait un parallèle avec le risque catastrophe naturelle, mais ça n'a rien à voir. La catastrophe naturelle, elle tombe du ciel, c'est un vrai aléa. L'émeute, elle a une cause, elle peut avoir un traitement, elle peut avoir une cause socio-économique, et elle peut avoir un traitement par la question de l'ordre public. Or, dans le premier dispositif, il y avait un élément de principe qui nous gênait beaucoup, qui était finalement l'exclusion de la possibilité de faire des recours contre l'État lorsque l'assureur juge que finalement l'État n'a pas fait son travail d'ordre public. Dans le niveau dispositif, déjà qui a changé, je dirais, en portée, qui est plus ciblé comme l'a décrit Philippe, et qui de ce point de vue-là est beaucoup plus acceptable, cette question du recours a aussi été traitée. En tout cas, la faculté existe pour les risques que ne vous cédez pas. Néanmoins, il y a encore quelques sujets, je pense, qui devraient être traités à l'avenir. C'est que le nouveau dispositif n'est pas incitatif de l'élément fondamental qui est l'État doit faire évoluer sa gestion de l'ordre public pour éviter que dans les cas d'émeute, eh bien, on ait cette sinistralité. J'ajoute que parfois, dans des discussions de table, j'entends des gens, y compris les assureurs, qui disent « Mais Adrien, tu comprends, il faut ce type de dispositif, puisque en 2027, on aura des émeutes après les élections. » Enfin, c'est un raisonnement qui est hallucinant.
Quand vous savez que votre maison va brûler, si vous prenez une assurance en le sachant, ça s'appelle de la fraude quand même. Donc le dispositif a beaucoup avancé. Moi, je remercie énormément les équipes du Trésor qui ont écouté. On est aujourd'hui, je pense, sur une logique de compromis. Et par définition, un compromis, ça fait des heureux et des malheureux. Ça ne réglera pas l'ensemble du sujet. Et pour nous, le principal, et je reviens à mon point de tout à l'heure, l'exposition au risque. Et là, la question de l'ordre public. On vous a vu, je crois que tout le monde vous a vu tiquer, sauf Adrien, vous n'étiez pas dans l'angle. Mais donc un petit droit de réponse. Il y a peut-être plusieurs points. D'abord, il était toujours possible de faire des recours pour l'État lorsqu'il y a une faute, comme dans le jugement qu'il y a eu en Nouvelle-Calédonie. Ça, c'était dans le dispositif initial. Deuxièmement, il y a le cas un peu de la doctrine d'ordre public. Alors moi, je ne suis pas sous-préfet, je ne suis pas dans l'intérieur, mais ce n'est pas parce qu'on a un dispositif financier pour pallier les conséquences des émeutes que par ailleurs, on n'a pas une doctrine d'ordre public. Je pense que le gouvernement ne dit pas « je ne veux pas maintenir l'ordre public et je veux que tout soit cassé parce que tout le monde va payer ». Non, j'allais dire, d'un côté, Bercy fait son travail sur la partie financière. Après, le reste des forces armées, forces de police, ils ont leur doctrine. Et je crois d'ailleurs qu'il y avait des personnes des armées là-dedans. Nous, je veux dire, on apporte notre pierre à l'édifice et pas contre la vitrine. Dernière chose, dans le discours politique, et Adrien l'a un peu touché du doigt, on a eu quelque chose autour de la taxe casseur. C'est pas normal que le français moyen paye pour les casseurs. C'était un peu ça le discours politique, qui est évidemment simplifié et un peu simpliste. Mais la réalité, c'est que en fait, vous avez déjà des contribuables qui payent. Quand vous avez une réassurance, je crois qu'en 2023, on était à 25% du marché qui était réassuré, et aujourd'hui on est à 10%, vous avez déjà en fait le contribuable qui paye la différence. L'autre jour, je lisais une brève dans un journal très bien, qui disait que pour un gymnase qui avait été brûlé, l'adolescent en question, c'est la RC du département qui a payé, c'était 500 000 €. Donc vous avez déjà en réalité le contribuable qui paye d'une façon ou d'une autre. Donc dire on fait une taxe casseur, c'est non, en fait on va juste permettre d'avoir une bonne mutualisation du risque. Une dernière réaction, puis après on changera de sujet quand même. Oui, sur le sujet de la taxe casseur, je pense qu'elle correspond à une perception. Je pense que le sujet là-dessus n'est absolument pas terminé. Donc le débat va se poursuivre et puis on va continuer ce dialogue de grande qualité en fait. Oui, je trouve que cette thérapie de couple, elle marche pas si mal quand même. Si vous voulez, Adrien, vous pouvez vous allonger là et puis on va parler après. Bon, deuxième sujet qu'on a effleuré, c'est celui des catnates. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je trouve que ça fait quand même depuis très longtemps qu'on se dit est-ce qu'on assurera les catnates, est-ce qu'on pourra les assurer? Est-ce qu'aujourd'hui on doit inventer des solutions? Est-ce qu'on peut en inventer? Est-ce qu'il faut, j'entendais hier certains experts dire en fait c'est pas compliqué, on va scinder le marché en deux, il y aura les dommages et puis les catnates, et puis on verra ce qui se passera sur les catnates, mais c'est le dommage tout seul qui va continuer. Donc c'est quoi vos pistes? Et puis vraiment on verra que les ministères avec un S travaillent beaucoup dessus. Mais peut-être Adrien, tout d'abord votre bilan assurabilité catnat. On peut partir d'un point de départ, et je reviens à mon propos initial. Évidemment, on voit la dynamique, la fréquence, notamment des moyens climatiques qui augmentent. Et en France, les gens sont plutôt bien couverts sur le régime catnat. Enfin, regardez quand il y a une inondation en Allemagne, seulement la moitié des Allemands sont assurés en assurance habitation. Regardez les inondations qu'il y a en Europe de l'Est, quand vous voyez le taux de remboursement des réparations. La France part d'un bon point de départ. Simplement, la vague est en train de monter, et là, il faut se poser la question de la responsabilité collective. Est-ce que les assureurs assurent? Est-ce que le régime catnat est sur les bons niveaux? Est-ce que les assurés font ce qu'il faut? Est-ce que les réassureurs font ce qu'il faut aussi? Je pense qu'aujourd'hui, le sujet par lequel il faudrait démarrer, c'est la question de l'adaptation du territoire. En fait, quand on projette le risque climatique en France, on sait très bien qu'il y a une dizaine de zones qui vont être des usual suspects du risque climatique, parce que, pour des raisons historiques, on a construit là où il ne fallait pas construire, on a mal aménagé, on a laissé l'eau monter, etc. En fait, c'est ce sujet-là qu'il faut traiter et qui, il y a quelques mois, était en fait la question du renforcement du fonds Barnier. Je pense que déjà, si on traite ce sujet-là, on traite une grande partie. Et puis après, pour la régulation par le marché que tu évoquais, il faut laisser les assureurs faire leur travail. Il est normal que les tarifs augmentent lorsque les remboursements augmentent. On ne l'a pas encore en assurance dommage, mais il ne faudra pas qu'on ait un discours politique dans les années qui viennent qui consiste à dire, comme en santé aujourd'hui, ne répercutez pas les hausses. Et puis il y a la question du provisionnement. Le risque augmente. Nous pouvons mieux le gérer dans le temps si nous étions autorisés
à lisser, à avoir des provisions d'égalisation plus importantes. C'est la question des captifs, sur lequel je sais que le Trésor est très actif et c'est une très bonne chose. Mais c'est aussi plus largement la question du code des assurances. Aujourd'hui, moi, pour bien gérer la nouvelle réalité du risque climatique dans mon groupe, il faudrait que je puisse doubler les provisions d'égalisation. Simplement, l'administration fiscale, pour des raisons qu'on comprend, et c'est historique, ne le permet pas. Donc les leviers, ils sont nombreux, ils sont collectifs, mais parfois ils peuvent être simplement le renforcement de la capacité de l'assureur à agir. Il y a un gros appel du pied, là. Je vais peut-être vous laisser répondre fiscalement, et puis après, je reviendrai sur les travaux que vous faites en CatNat. Alors, si on parle de la partie fiscale pour les captifs, c'est un sujet en soi. Pas captif, j'étais sur le... En fait, c'est assez lié, hein, parce qu'on parle, oui. Bon, enfin, pour les dispositifs, je crois que si je réponds brièvement sur ce point fiscal, la question c'est est-ce qu'on permet des arbitrages ou pas. Et nous, on poussera pour tout ce qui ne relève pas de l'arbitrage fiscal, en gros. Mais de dire on a des risques qui augmentent et il faut trouver de nouveaux moyens pour les traiter, ça, on est d'accord. Je réponds très brièvement sur le côté fiscal et on pourra y revenir sous l'angle captif. Est-ce que vous me permettez de répondre sous l'angle CatNat? Alors, sur les CatNat, d'abord, dire que bon, le risque CatNat augmente, ça vous le voyez tous, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous prenez un assureur moyen, je pense que ses primes ont augmenté à peu près, enfin ses indemnisations CatNat ont augmenté, ont été multipliées par 3 entre 2000 et aujourd'hui, grosso modo, si on prend la moyenne. On voit que la sécheresse devient un sujet plus important. Bon, vous connaissez un peu ce dessin-là. Si on regarde l'assurabilité, donc tous les assureurs ont participé à un travail avec la Caisse centrale de réassurance, avec la CCR, avec le CEREMA, sur comment, et pour l'individuel, pour commencer, en MRH, comment se situe l'assurabilité. Alors, c'est pas forcément facile parce qu'on a mis des indices un peu de concurrence, des indices un peu de présence sur le territoire. C'est pas parce qu'on a que 2 acteurs qu'il n'y a pas de concurrence, mais certains secteurs l'ont vu. Mais en gros, ça correspond à peu près à ce qu'a dit Adrien. Adrien vous dit, vous avez, je sais pas, 46 millions de maisons, enfin de résidences qui sont assurées en France. Donc en gros, tout le monde a une assurance. Vous avez 2% de gens, je pense, qui ne sont pas assurés en MRA, si je ne me trompe pas, qui doit correspondre plutôt à des choix. On ne voit pas que c'est on voit pas que ce sont des souhaits de non-assurabilité. On ne voit pas que ce sont des gens qui n'ont pas eu d'assurance, mais on voit que ce sont des gens qui ont souhaité ne pas s'assurer. Donc aujourd'hui, on travaille un petit peu à comment faire évoluer ce système. Je crois que le système CatNat tel qu'il est aujourd'hui, issu de la loi 82, il est fondamentalement bon. Je le vois parce qu'on a des discussions en G7 sur les CatNat, comment est-ce qu'on on traite l'insurance protection gap, et on voit bien que les gens vous disent « Ah, mais le système français, il est hyper intéressant, ce que vous avez, etc. » Donc, quand je me compare, quand je me contemple, je me désole, quand je me compare, je me console. Et donc, en fait, on voit que l'intuition générale, l'intuition d'origine du système est bonne, mais probablement on va devoir l'ajuster à la marge. Et donc ça, je pense que c'est vraiment un truc fondamental. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai découvert en travaillant ça plus de manière internationale, c'est qu'il y a un intérêt pour notre système qui est vraiment très fort. Alors, comment est-ce qu'on peut améliorer? Probablement, alors, je rejoins 100% ce qui a été dit sur la prévention. Probablement qu'il faudrait réfléchir à des franchises plus élevées, ou en tout cas dire aux gens, vous avez eu, alors on est surtout en MRH, là, surtout sur du particulier, mais vous avez des travaux à faire, si vous ne les faites pas, je ne pourrais pas vous couvrir de la même façon. Ça existe déjà dans le code, mais Adrien, je crois que ce n'est pas vraiment fait par l'assureur, si je ne me trompe pas, de dire aux gens, je ne vous assure pas si vous ne faites pas ces travaux. Il y a des questions qui portent sur probablement un peu le périmètre, c'est-à-dire est-ce qu'on doit moduler la prime en fonction des types de risques? Alors sur le territoire, je pense qu'on ne sera pas chaud parce que justement, vous concernez cet aspect de mutualisation. Mais on pourrait quand même dire, vous êtes là depuis... Enfin, la maison, par exemple, a été construite il y a 100 ans. À l'époque, la Charente ne débordait pas et donc c'était pas, enfin, vous n'y êtes pour rien. Mais en revanche, quand on a construit sur des zones qui étaient inondables, on devrait pouvoir avoir un signal prix qui disent retirez-vous ou allez reconstruire la maison un peu plus loin. Donc je pense que ça, c'est un peu les idées qu'on a en tête. Modulation de la prime, issue du rapport Langrenay. Et donc actuellement, on travaille avec la place sur la façon de mieux traiter ces CatNat. Je dis juste qu'on a aussi une commission consultative sur la commission interministérielle CatNat qui pourra donner aussi un avis sur les critères qui ont été retenus en cas de CatNat et qui sera mis en place en 2026.
Vous m'avez avoué que vous travaillez sur une carte, non? Il va y avoir une carte détaillée là? Oui, alors ça c'est l'Observatoire de l'assurabilité. C'est un travail qui a été fait, comme je disais, avec CCR, CRMA et les assureurs, et qui a déterminé un peu une carte du risque assurabilité. Alors le travail n'est pas fini. Il est fini au sens où les assureurs ont rendu une copie avec la CCR et le CRMA à l'administration. Et maintenant, on travaille sur quelles peuvent être les solutions qu'on accompagne, enfin pour accompagner cette carte et pour bien la lire. Mais c'est exactement ce que disait tout à l'heure Adrien. C'est les gens trouvent une assurance, mais vous avez des zones où c'est un peu plus compliqué de trouver une assurance, un peu plus d'exemption, un tarif un peu plus élevé. Donc, comment est-ce que vous prévenez ça? Je pense que c'est un peu ça la dynamique. Je voulais rebondir sur ce sujet-là, comme sur le sujet émeute, et tu l'as justement dit, Philippe, c'est qu'à un moment, le sujet, enfin, Bercy fait un très bon travail de dialogue avec nous, le Trésor, mais ça ne dépend pas que de ça. Tu as évoqué le ministère de l'Intérieur sur les émeutes. Là, on est sur des questions d'aménagement du territoire qui vont concerner le logement, la durabilité, etc. C'est-à-dire que pour réduire cette exposition au risque, on pourrait parler de la santé aussi, hein, où ça concerne évidemment le ministère de la Santé, il faut travailler, enfin ça dépend d'une impulsion politique qui est beaucoup plus vaste que les mécanismes financiers, que les outils de solvabilisation sur lesquels nous travaillons avec Bercy. C'est cette impulsion plus générale qui manque, et ce n'est pas que d'aujourd'hui, hein, depuis plusieurs années en France. C'est ce que je pense qu'on doit attendre d'une prochaine initiative présidentielle. C'est un beau projet quand même pour notre pays, de se dire comment les Français peuvent continuer à être bien assurés. Et ça ne dépendra pas que de mécanismes bien protégés, pardon, et ça ne dépendra pas que de mécanismes de solvabilisation. Ça, c'est un point très important. Je change complètement de sujet. Le cyber, c'est aussi quelque chose sur lequel vous planchez, me semble-t-il, à Bercy. Et ça devrait, enfin, si j'ai bien compris, le projet devrait faire carrément plaisir à nos amis en entreprise. Oui, le cyber est un élément sur lequel on travaille pas mal. Donc en fait, on peut regarder un peu le verre à moitié vide ou à moitié plein. Le verre à moitié plein, c'est que vous voyez que la couverture augmente. Je crois que la plupart des grandes entreprises sont couvertes. Dans les PME, ETI, on a des taux de croissance de la couverture qui sont de l'ordre de 30% en 25. Vous avez une forte progression aussi sur le secteur TPE-PME, plus 15% en 24, je crois. Mais on voit qu'on a quand même peu de couverture en réalité sur la partie PME. On voit que même sur la partie ETI, on a encore pas mal d'entreprises qui ne sont pas couvertes, et donc qu'on a un petit peu des risques qui ne sont pas totalement maîtrisés. Alors évidemment, vous connaissez ce sujet bien mieux que moi. On a une meilleure appréciation du risque, mais on souhaite aller un peu plus loin. Alors il y a un projet de loi qui s'appelle Résilience, il a un nom beaucoup plus compliqué, mais en gros c'est Résilience et Cyber, qui est en procédure accélérée, qui a déjà été voté au Sénat et qui est passé en commission à l'Assemblée. Et là il y a peut-être deux mesures dont on peut parler. La première, c'est sur le délai de 72 heures. Aujourd'hui, quand vous avez une attaque cyber, vous devez aller au commissariat dans les 72 heures. Alors que vous n'avez même pas encore compris ce qui se passait vraiment, d'où ça venait, ni rien. Exactement, vous êtes encore un peu sous le choc et vous devez déjà aller voir la police. Et donc l'idée, c'est de dire 72 heures après la déclaration, on doit faire 72 heures après la déclaration à l'assureur. Donc ça permettra d'avoir un peu plus de temps pour le diagnostic. Ouais, pour l'entreprise, le diagnostic, et puis se remettre, voilà. Et la deuxième idée, c'est l'inversion de la charge de la preuve en cas d'acte de guerre. Alors c'est un peu spécifique, mais aujourd'hui, si vous voulez, si l'assureur veut ne pas indemniser en disant votre attaque cyber, c'est un acte de guerre, en fait, voilà, il dit ça et puis ça s'arrête un peu là. Alors, c'est compliqué parce que pour démontrer que un groupe d'activistes est effectivement relié à une autorité politique, que l'action en question est effectivement commanditée par une autorité politique et que ce n'est pas une action de mercenariat classique du groupe d'activistes, c'est pas très facile. Et donc là, ce serait de dire il y a une inversion de la charge de la preuve. Donc par défaut, on a une couverture cyber et il faut que l'assureur puisse démontrer que c'est un acte de guerre et donc qu'il est relié à une autorité politique pour qu'il puisse ne pas y avoir indemnisation. Oui, peut-être deux volets de réponse. Déjà, pour aller dans le sens de Philippe, ça monte, l'assurance cyber, progressivement. Le marché se structure, les partenariats. Nous, assureurs très B2C, et notamment par le biais d'Abeille Assurance, qui est un petit peu plus B2B, on est de plus en plus présent sur ce sujet. Le facteur limitant que l'on voit, au-delà des éléments que tu décris, et qui vont apporter une clarté, en fait, des cas de sinistres,
c'est effectivement la mise en place dans les TPE, PME des actions de base, du kit de base en fait, de prévention. Après, sur un angle de gestion d'entreprise, si je prends la casquette assureur, à côté de la réglementation française qui évolue, il y a une réglementation européenne qui va être excellente sur le sujet, c'est DORA. Parce qu'en fait, moi, dans la gestion de l'entreprise et du groupe AMA, où sont les principales vulnérabilités? Elles viennent quand même beaucoup de tout l'écosystème nécessaire avec lequel on travaille, les prestataires. Que ce soit DORA, peut-être, donc c'est la directive européenne qui oblige à surveiller le risque opérationnel. Exactement. Quand on est dans la banque, l'assurance et tous ses sous-traitants. Exactement, et notamment la sous-traitance qui peut être importante. Et c'est aussi un levier sur nos grands prestataires informatiques, etc., y compris américains, d'avoir le poids de l'Europe lorsqu'il s'agit de renégocier certaines clauses qui sont essentielles sur cette résilience. Donc le marché se structure dans sa globalité, je trouve qu'on va dans le bon sens sur ce domaine-là. Juste un mot, le projet de loi résilience, c'est la transposition de DORA et de NIS 2 pour les réglementations afférentes à la cyber. Je continue sur les points qui grattent un peu, et c'est un point sur lequel vous travaillez aussi, je crois, c'est certains secteurs. Alors on a vu globalement, ça se passait pas trop mal, mais il y a encore quelques secteurs, et on a encore des risk managers dans le bois, enfin voilà. Est-ce que si on a un regard sectoriel, vous travaillez là-dessus? Oui, alors je vais apporter une réponse peut-être plus générale que celle qu'Adrien pourrait faire, mais pour dire que sur ces secteurs, on a des choses qu'on peut parfois résoudre facilement. Parfois, ça demande du législatif et parfois, on n'a pas de solution de court terme. Donc, je prends l'exemple peut-être un petit peu différent. Hier, j'étais dans une table, enfin, j'ai écouté un atelier dans lequel on a parlé du transport public de marchandises ou du transport public de voyageurs, je crois. Et sur le TPV, le transport public de voyageurs, on a effectivement des cas qui sont problématiques parce que il y a une inflation très forte des prix, il y a peu d'acteurs. Il y a peu d'acteurs parce que les risques sont trop importants. Et l'inflation des prix est forte parce qu'il y a l'inflation en général, parce qu'il y a l'inflation hospitalière, parce qu'il y a l'inflation des... alors je mets ça sous l'angle dommages, pénalités, enfin indemnisation un petit peu judiciaire. Et donc ça pose problème parce qu'on n'arrive pas à trouver le prix. Notre message, je vais dire un peu politique, c'est de dire finalement, si ces prix augmentent, si ces indemnisations augmentent, le prix de l'assurance augmente. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'argent magique là-dedans. Et donc, à la Direction générale du Trésor, ce qu'on a recommandé au ministre, c'était de pouvoir travailler sur la partie au moins dommages corporels, pas nécessairement sur le montant, en disant, dans une logique un peu de barème Macron, en disant pas nécessairement sur le montant, mais au moins qu'on puisse objectiver et qu'on puisse donner un peu de certitude sur quel sera le prix. Ça nous semble important de pouvoir travailler sur ce volet un peu barémisation. Alors, il n'y a pas du tout d'aboutissement de ces travaux, mais ça, c'est un point qui nous semble important. Barème, pénalité banitaire, c'est des points sur lesquels on souhaite travailler. Après, il y a des secteurs sur lesquels on a des difficultés qui sont liées au type de risque. Alors, ça a été abondamment commenté hier, je le ferai beaucoup moins bien que les intervenants, mais sur le bois, on a en fait 30%, je crois, des scieries qui ne sont pas assurées. Parce que trop de demandes, trop de... L'AGA, j'ai vu hier Grégoire Dupont, je sais qu'il travaille pas mal avec l'industrie du bois sur des solutions ad hoc. Et je prends un autre cas, qui est le cas de flottes électriques de véhicules sur lesquels on a travaillé. Alors c'est intéressant parce que le secteur est venu nous voir en disant on n'a pas vraiment de solution. Les assureurs ne veulent pas venir nous voir, ne veulent pas nous assurer. Et en fait, on a eu des discussions entre le ministère de l'Intérieur, la Direction générale de la sécurité civile, et pour objectiver. Et cette petite huile dans les rouages a quand même permis de trouver des solutions un peu ad hoc. Donc parfois, ça a été aussi dit hier en plénière, parfois en atelier, parfois juste dialogue pour bien comprendre le risque permet de trouver une solution. J'aurais élargi l'une des réponses à ces problèmes, c'est les captives. Alors, on est sorti tout à l'heure parce que je voulais qu'on prenne un peu de temps justement pour parler de ces captives. D'abord, un petit regard en arrière. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 5-6 ans, les captives, c'était un sujet délicat avec le Trésor, délicat avec les assureurs. Alors, maintenant, tout le monde est content. Enfin, les captives, ça marche bien. J'ai entendu hier que la clause de revoyure, il n'y avait plus. Il y avait un atelier qui avait beaucoup de succès. Enfin, voilà. Est-ce que les captives, maintenant, c'est bon et tout le monde est heureux de les côtoyer? Est-ce que c'est bon? C'est probablement très bon. Est-ce qu'on peut faire mieux? On peut probablement faire mieux. La réponse sur les captives, c'est que on pense que le système
a vraiment de la valeur, au sens où on voit de l'intérêt. Hier, Brigitte Boucaud a parlé du nombre de captives qui sont été agréés, 25, du fait qu'il y avait un intérêt. Moi, c'est vrai que je le vois à mon petit niveau. Hein. Parfois, on a des grands corporates qui viennent nous voir en nous disant « mais j'aurais intérêt à avoir une captive pour gérer ce risque ». Je pense qu'il y a 5 ou 6 ans, la discussion était plus difficile avec le Trésor parce qu'elle était plus difficile avec le gouvernement au sens le ministère des Finances, parce que quand vous parlez captive, vous parlez dispositif de provisionnement, et donc vous touchez à des dispositifs fiscaux, et donc moi je suis... C'est vrai que maintenant on n'a plus de problème de budget. Donc. Non, mais on a toujours des questions de fiscalité. La question se posait plutôt sous l'angle fiscal, sous l'angle de l'arbitrage fiscal, je reviens. Notre analyse à la Direction générale du Trésor, c'est que l'arbitrage fiscal n'a pas lieu, que les provisions sont à des niveaux qui sont très faibles, donc on ne voit pas qu'elles sont alimentées pour échapper à l'impôt. En plus, ce n'est qu'un différé d'impôt, donc on pense que le système a sa valeur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? On en a parlé avec la FFCE, on en a parlé avec la MRAE. On pourrait probablement se dire comment est-ce qu'on fait pour que la provision de résilience puisse être plus mutualisée. Ça pourrait être intéressant pour la PPE aussi d'ailleurs, pour justement pouvoir gérer les cas de CatNat. Donc ça nous semble un premier point. Est-ce qu'on peut élargir le champ également pour avoir plus de risques dedans? Donc là, j'allais dire peut-être qu'on a eu en 2023-2024 un peu un case study en disant bah voilà, en fait le cas marche. Et je pense vraiment au cas climatique. Hein. Je pense que le cas climatique, c'est vraiment un bon exemple qui montre que si on peut faire de la provision pour résilience ou pour égalisation pour les assureurs, ça peut marcher. Je suis content qu'Adrien soit à côté de moi parce qu'il pourra en parler plus, mais on réfléchit aussi pour les véhicules internes de réassurance des sociétés financières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sociétés financières n'ont pas le droit d'avoir des captives en France. Il y a une question d'arbitrage qui se pose. Parce que la question n'est pas est-ce que le dispositif fiscal, est-ce qu'on permet à l'assureur de faire un arbitrage fiscal? C'est qu'il peut effectivement aller à l'étranger pour le faire. Et donc, il y a une question un peu de souveraineté qui se pose. Et donc, si on permet de faire de la réassurance à ces véhicules internes aux assureurs, aux sociétés financières, probablement qu'on pourra encore augmenter le nombre de captives ou faire revenir celles qui sont parties. Avant de passer le micro, Adrien, juste une dernière question. Le cas spécifique des PME, vous avez glissé très vite. Alors, moi, j'ai entendu parler d'une autorisation à coussiner, enfin, autorisation de mettre un peu d'argent de côté, avec un joli nom d'épargne de précaution, c'est-à-dire permettre à une PME, sans qu'elle mette en place une captive, quand même de mettre de l'argent de côté. C'est un projet dont on rêve et qui, non? Alors, ce n'est pas un projet sur lequel on travaille, malheureusement, parce que là, on parle vraiment de fiscalité. Et on cherche plutôt les dispositifs d'assurance. Mais en gros... D'autres travaillent à Bercy là-dessus? Pas à ma connaissance. Ah ouais, la salle rêvait alors. Adrien, pardon. Non, sur le cas spécifique qui en son temps a un peu gratté, c'est pourquoi les assureurs en France n'ont pas pu créer de captives. Et comment les choses ont évolué depuis, c'est que ces dernières années, je pense qu'aujourd'hui, vous avez une petite dizaine d'assureurs français qui ont créé des captives sous d'autres géographies. Et j'insiste, pas pour des raisons d'optimisation fiscale, mais pour la possibilité de provisionner davantage. Donc le besoin, ça montre que le besoin est fort, que ça correspond à une réalité de gestion de risque, et que dans le fond, l'enjeu n'est pas de pouvoir, pour un assureur, de créer une captive de réassurance en France, c'est la règle de provisionnement qui est là. Donc je ne vais pas redire les éléments sur ce point, on est très aligné avec le Trésor. On est même prêt à montrer patte blanche, en fait, pour montrer qu'il n'y a pas une logique d'arbitrage fiscal. Aujourd'hui, quand vous générez, par exemple, des bonis sur du risque de rente, vous êtes surfiscalisé au bout. Il peut y avoir des corps de rappel de cette nature-là. Le principal du sujet, c'est la capacité à gérer le risque dans nos bilans d'assureurs. Cécile, hier, il y a eu des digressions sur l'Odyssée. Donc, il faut que vous cédiez aux sirènes des captives. Un sujet qui ne va pas plaire à Adrien. Alors, je vais me tourner, on va faire comme s'il était pas là. Le Garéat, très rapidement, parce qu'en plus, mais concrètement, le Garéat... alors, je vais vous laisser expliquer la règle, mais si je résume très sauvagement, est-ce qu'il ne serait pas temps que les assureurs arrêtent de mettre de l'argent de côté, enfin de se remplir les poches avec la prime terrorisme? Excellente question, Adrien. Alors, ça tombe bien parce qu'on est à la MRAE et que quand la MRAE a manifesté son soutien plein et entier à la prime émeute,
il y a quelques semaines, dans un communiqué de presse, la façon dont c'était présenté, c'était pour 100 de coûts de l'assurance, vous rajoutez 55 de taxes diverses, et en plus, vous voulez nous mettre un montant de prime émeute, un montant qui n'était pas tout à fait correct. Et c'est vrai que pour qui lit ce communiqué de presse, vous pouvez voir qu'il y a 16% qui part au Garéat. Et moi, ça m'a quand même intéressé, parce que je me suis dit, tiens, c'est rigolo. Il y a un bouclier qui se lève sur une prime de 2%. Bon, maintenant, on est à moins de 1%. Il y a un bouclier qui se lève sur une prime de 2%. Mais en fait, là, on a un gisement de 16% de réduction des coûts. Alors, probablement que ça a été intégré dans, dans le business model de l'assureur. Mais c'est vrai que, Adrien, corrige-moi si je me trompe, on n'a pas de fonds garantis. Hein. C'est du running, c'est chaque année, c'est réabondé. Et donc, il me semble que sur le Garéat, on pourrait amorcer une réflexion en se disant le système a vachement bien fonctionné parce qu'en 2001, il ne faut pas jeter la pierre sur nos prédécesseurs. Il fallait trouver une solution de court terme avec l'attentat des Twin Towers. Et ce truc a été monté et c'est très bien qu'on ait pu avoir cette réactivité. Mais aujourd'hui, on voit qu'entre ce qu'on collecte d'un côté et ce qu'on paye, alors je ne me souviens plus des montants, mais les montants qu'on paye sont très faibles. Hein. Je crois qu'on a indemnisé moins de 60 millions depuis le début du dispositif, si je ne me trompe pas. Mais en fait, on pourrait peut-être se dire qu'on a une petite marge pour réduire le coût. Et comme ça, c'est un objectif partagé entre les assureurs et le gouvernement de réduire le coût, probablement qu'on a intérêt à le faire prospérer. Oui, je ne sais pas pourquoi il est présenté comme un sujet polémique, en réalité ça ne l'est pas. Il y a une discussion technique sur des logiques d'affectation que tu décris. Après, le dispositif Garéat, on en a besoin. Et je n'aimerais pas être la personne qui est en responsabilité le jour où il y a un gros attentat terroriste et qui devra expliquer qu'il a fallu déshabiller Pierre pour habiller Paul. Donc il faut avoir la discussion technique, mais le risque terroriste, par définition, c'est un risque de pointe. C'est un risque un peu inimaginable. La période de retour est très compliquée à identifier. Donc voilà, il faut avoir cette discussion-là, mais globalement, moi, c'est pas je ne crois pas que ça sera un sujet polémique entre les assureurs et le... On peut discuter Trésor. tôt, ça va être ça. Ils sont de plus en plus nombreux, là, ce matin, ils se répartissent un peu loin, mais ils commencent à être assez nombreux quand même. Alors, j'ai envie de vous demander l'un et l'autre, votre message direct aux risk managers qui nous écoutent. Un message direct, quand vous êtes risk manager, ce n'est pas toujours facile dans une entreprise, même si ce n'est plus la même situation qu'il y a 10 ou 15 ans. Dites la vérité de ce que vous voyez. Dites la vérité en interne. Je pense que la notion un petit peu de lanceur d'alerte en entreprise, du risk manager, de sa connexion avec les métiers, elle a beaucoup évolué et l'AMRAE y a grandement contribué. Et puis faites avec l'AMRAE le même exercice de vérité que vous faites. Vous êtes de plus en plus entendu, écouté. Et surtout par rapport à l'exercice que je rappelais, la solvabilisation du risque, c'est bien. La réduction de l'exposition, qui est un travail plus compliqué et qui ne concerne pas que les financiers finalement, c'est encore mieux. Donc voilà, jouez votre rôle de lanceur d'alerte dans votre environnement. J'aurais eu un message similaire, mais que je complète en disant dites, mais dites aussi à nous, dites-nous, venez nous voir, venez nous expliquer vos préoccupations concrètes, venez nous expliquer là où ça bute, là où la réglementation bute, pour qu'on puisse faire des recommandations les plus pertinentes, les plus intelligentes possibles au ministre. C'est vraiment quelque chose dont on a besoin. L'AMRAE fait ça très bien en nous expliquant les cas concrets, la FFCE également, mais venez nous expliquer quels sont les points de difficulté que vous avez pour qu'on puisse les travailler ensemble. Alors justement, Adrien, j'allais vous offrir ce pouvoir réglementaire. Si je vous donne 24 heures de super pouvoir réglementaire, qu'est-ce que vous faites comme règle? Est-ce que vous ajoutez une règle? Est-ce que vous en supprimez une? Qu'est-ce que vous changez concrètement? Espèce de pouvoir magique rare. Oui. Oh là là, il me passe plein de trucs dans la tête là. Non, mais pour être cohérent avec ce que j'ai dit, gagner une vraie souplesse de provisionnement. Et puis, je ne sais pas, on a eu une loi qui est passée il n'y a pas longtemps de PLF qui a dit il ne faut pas répercuter les augmentations de taxes et les augmentations de sinistralité dans les tarifs. Inscrire une règle d'or qui soit exactement l'inverse. Vous êtes perpétuellement doté d'un fantastique pouvoir réglementaire, Philippe. Qu'est-ce que vous utilisez? Vous êtes
Le génie du pouvoir sans aucun contre-pouvoir, aucun ministre. C'est quoi ce que vous auriez... c'est quoi le sujet sur lequel vous aimeriez travailler ces prochaines années pour que ça bouge? Bon, on a évoqué pas mal de sujets parce qu'ils ont tous une certaine priorité. On a évoqué les catnates, les émeutes, on a évoqué les captives. Je pense que le corporel, c'est quand même un sujet important. Je pense que c'est important que les gens soient bien indemnisés, mais je pense que c'est important que les assurés en général ne fassent pas face à une augmentation des tarifs trop forte. Donc je pense que ça, c'est un sujet sur lequel j'aimerais bien avancer. Et puis, pour le reste du pouvoir réglementaire et législatif, il y a quand même un Parlement, des ministres, tout ça. Donc, nous, on fait des recommandations. Mais je redis, pour que nos recommandations soient pertinentes, il faut que vous puissiez aussi nous nourrir. Donc, venez nous voir. On est d'un respect du timing que la régie saluera, mais je vais quand même... si on doit retenir une seule chose... De cet échange, c'est le dialogue et la coopération. On n'est pas toujours d'accord, mais on a un fonctionnement, je trouve, entre la place et les pouvoirs publics, en particulier le Trésor et Bercy, qui est de très grande qualité. Plus de transversalité, peut-être, dans cet interministériel sur les sujets plus vastes, mais voilà, globalement, on est dans un pays où il est bon de faire de l'assurance. Moi, je dirais, pour vous, mutualisation. Pour nous, bien identifier les carences de marché où notre action est pertinente. Très grand merci à tous les deux. Je pense qu'on peut vraiment les applaudir.